Et pour éviter toute ambiguïté, je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'à mon avis, la façon dont nous, du côté européen, et je caractériserai ça par le droit romano-germanique, regardons la corruption et la fraude en général, est très très différent de la façon dont nos collègues américains regardent le sujet. Chez nous, on considère que le bien public est garanti parce que nous avons une bonne administration et un bon système politique. C'est parce que notre système administrativo-politique fonctionne bien que nous avons prospérité et stabilité sociale. Ce qui veut dire que lorsqu'il y a un acte de corruption, ce qui nous chagrine, c'est qu'il y a quelqu'un qui est en charge du bien public qui va prendre quelque chose dans sa poche pour prendre une décision qui nous intéresse, nous, comme citoyens et comme contribuables. Et donc, du coup, on va incriminer la corruption, je dirais, d'un point de vue juridique, avec une approche qui est liée au territoire. Et c'est pour ça que pendant des années, payer un pot de vin pour une entreprise française sur un marché africain n'était pas un problème. On considérait que si un pot de vin, je dis au hasard, était payé au Gabon, c'était le problème des Gabonais. Ils n'avaient qu'à poursuivre. C'était en dehors de notre territoire, le mal était fait au Gabon, pas en France. Pour les Américains, l'approche est très différente. Ils considèrent que le bien public, il est garanti par un bon fonctionnement du marché. C'est parce que nous avons des règles équitables, transparentes et loyales que, en gros, le système fonctionne, qu'il y a prospérité et stabilité. Ce qui veut dire que quand il y a un pot de vin qu'on appelle aussi un dessous de table, eh bien, il y a quelque chose qui est caché. Et il y a quelque chose qui vient, je dirais, casser l'équilibre de la transparence du marché. Et donc, pour les Américains, le problème de la corruption n'est pas lié au territoire. Il est lié, je dirais, globalement au marché. Et ça vous explique pourquoi, dès 1977, les Américains étaient les premiers à avoir une loi qu'on appelle le FCPA, que vous connaissez, le Foreign Corrupt Practices Act, qui incriminait les actes de corruption d'entreprises américaines à l'étranger. Je précise tout de suite que, à l'époque, le document à l'usage des procureurs américains, qu'on appelle le US Federal Sentencing Guidelines, dans son chapitre 8, précisait qu'on appliquerait la loi uniquement si deux entreprises américaines étaient en concurrence. C'est-à-dire que si on avait, je dis au hasard, Boeing en concurrence avec une entreprise, EADS n'existait pas à l'époque, mais mettons EADS, eh bien on n'appliquerait pas la loi. Ce serait un délit, mais la loi ne serait pas appliquée. Si par contre on avait une concurrence entre Boeing, Lockheed et EADS, on appliquerait la loi. Donc l'approche américaine est très centrée sur la distorsion du marché. Ça explique aussi pourquoi, ce qui a pu vous choquer, et on le verra dans les sanctions dans un instant, que les sanctions américaines sont à percevoir comme des sanctions en lien avec une rupture du bon fonctionnement du marché. Et nous, la sanction est une sanction pénale qui a pour but justement de sanctionner et de pénaliser. Dans l'affaire BNP, le montant astronomique de la sanction s'explique pour plein de raisons, mais notamment pour la raison suivante, c'est que si la banque est reconnue coupable de ne pas avoir respecté certaines lois, que certains concurrents respectaient, et donc n'ont pas fait de profit à ce moment-là, eh bien, le montant de la sanction fait partie d'une volonté de rééquilibrage du marché. Et donc vous verrez que les sanctions américaines, on pourra en parler, la façon dont elles sont calculées est extrêmement sophistiquée, et il y a toujours cette idée d'avoir une réparation par rapport à l'équilibre du marché. Alors que nous, la sanction, c'est mettez vos doigts ici, un petit coup de baguette, ça fait mal, c'est pénible, name and shame, etc. L'approche américaine sera très différente. Alors, cette convention OCDE qui a transformé un délit, je ne sais pas si on voit assez bien, si. C'est clair. Se caractérise par le fait qu'on a un article 1 qui résume en soi, je dirais, toute la caractéristique de cette convention anticorruption. Chaque partie, donc chaque pays signataire, doit prendre les mesures nécessaires pour que constitue une infraction selon sa loi propre, un acte de corruption, c'est-à-dire offrir, promettre, octroyer un avantage indu pécuniaire ou autre. Et vous allez voir, on a un exemple à avec la Bank of New York and Mellon extraordinaire.
directement ou par des intermédiaires, à un agent public étranger. En un mot, on va utiliser le droit français pour poursuivre une entreprise française qui aurait payé un pot de vin à l'étranger. De même qu'on va utiliser le droit allemand pour poursuivre Siemens, qui avait payé un pot de vin à l'étranger. Donc ça, c'est une première révolution dans cette aube du XXIe siècle, c'est qu'on va utiliser un droit national pour un délit qui est commis à l'étranger. Les seuls cas qui existent dans ce sens-là, c'est en gros eh bien, les actes de pédophilie pour la zone OCDE et dans une certaine mesure certains dommages environnementaux. Mais on est dans une révolution du droit où on considère que sur certains sujets, le droit de nos sociétés, qui est fondé sur des valeurs et une compréhension, je dirais, assez globale du monde, doit être respecté quel que soit le lieu où il se produit. Ça, pour moi, c'est une véritable révolution du droit au XXIe siècle. Deuxième point sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est la notion de intentionnel. Si un pot de vin est payé, c'est parce qu'on veut obtenir quelque chose. Il y a une volonté, il y a une causalité. Comment un juge va venir vous interroger 5 ans après en disant « Ce que vous avez fait, madame, c'était pour payer un pot de vin ». Il ne va pas rentrer dans votre tête pour savoir la causalité. Donc il va s'appuyer sur un faisceau d'indices. Tout ça pour dire que ce qu'on appelle la conformité, et là il y a un certain nombre de compliance officer, et je regarde encore Didier, la conformité, c'est pas seulement avoir des règles pour s'assurer que l'on navigue dans une zone compliquée et qu'on a pris ses précautions, ce n'est pas seulement des règles pour savoir si les décisions que l'on va prendre sont fondées ou pas, c'est aussi pour pouvoir justifier que vous avez fait du business avec intégrité. Nous sommes donc à une deuxième révolution qui est la suivante, c'est que non seulement on attend des entreprises qu'elles fassent du business avec intégrité, mais qu'elles soient en mesure de le démontrer. Et ça, pour moi, c'est la grande révolution du mouvement de la conformité, je dirais, au début du XXIe siècle, quand il y a eu les premiers programmes anticorruption qui se sont mis en œuvre. Donc quand vous avez les départements conformité, eh bien, ce que vous faites, c'est que vous donnez à vos collaborateurs les moyens de se défendre dans 4 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, si jamais ils sont questionnés, pour pouvoir justifier qu'ils ont fait du business avec intégrité. Et je vous rappelle que nous sommes sur un domaine où il n'y a pas de prescription. La prescription officielle, c'est 3 ans. C'est un crime caché. Donc c'est 3 ans à partir du moment où le crime apparaît dans des conditions qui permettent à la justice de s'exercer. Donc ça veut dire que, par exemple, vous avez une société qui est déficitaire pendant 15 ans. Il y a un contrôle fiscal. 3 ans après qu'elle ait repris les bénéfices, eh bien, on va remonter jusqu'à l'origine du déficit, c'est-à-dire 18 ans avant, et on va poser des questions sur les agents commerciaux, etc. Et si on trouve quelque chose, eh bien, le délai sera de 18 ans. Donc on est sur un sujet où on change complètement de temporalité, et ce que vous faites en matière de conformité, d'être un peu cynique, c'est aussi important que votre assurance vie. Donc voilà un peu le tableau. Concrètement, cette convention a 6 principes révolutionnaires. Le premier, je viens de le mentionner, on va poursuivre des actes de corruption commis à l'étranger avec la loi nationale. Deuxièmement, et je ne rentre pas dans le détail, je vous donnerai un exemple, un pot de vin, c'est tout avantage induit, qu'il soit financier ou non financier. Et on verra jusqu'où ça va. Troisièmement, un acte de corruption peut être aussi une absence d'action. Je précise, vous êtes en douane, vous n'avez pas envie de déclarer avec rigueur ce que contient votre conteneur. Vous donnez une enveloppe à un douanier pour qu'il ferme les yeux. Il regarde passer votre conteneur avec un grand sourire et il ne fait rien. Si son abstention d'action vous a favorisé, c'est un acte de corruption. Pareil, bien sûr, pour les contrôles fiscaux, les contrôles administratifs et ainsi de suite. La notion d'agent public est élargie. Vous êtes en phase de fonctionnaire, d'homme politique, très bien, mais pour un juge, on va aussi rentrer dans la notion d'agent public la famille, les parents, le conjoint, les enfants.
il ne vous aura pas échappé que dans certains pays du Golfe, les familles sont très élargies. Et vous avez vite fait de travailler avec le cousin du roi. Et du coup, le juge va dire, pourquoi vous avez travaillé avec le cousin du roi? Ah, ben il a fait Polytechnique. Moi, je pense surtout que c'est parce que c'était le cousin du roi que vous l'avez pris, pour avoir une faveur. Ça devient difficile à argumenter. Cinquièmement, vous êtes responsable de vous, de vos filiales, mais de toute personne qui travaille pour votre compte. Donc vous êtes responsable des agents, des intermédiaires, de toute personne à qui vous confiez une mission avec un client ou un administrateur. Sixième principe révolutionnaire, c'est celui-ci. Examen par les pairs de la mise en œuvre de la Convention. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a signé la Convention à l'OCDE, je me rappelle très bien que chaque pays était très fier de participer à une activité qui allait lutter contre la corruption transnationale. Et je vais être un peu schématique, les Anglais étaient extrêmement fiers de penser ou intéressés de penser que la France allait enfin surveiller Total, qui ne paierait pas des pots de vin à l'étranger, que les Hollandais allaient surveiller Shell pour qu'ils ne payent plus des pots de vin à l'étranger, et les Américains, pareil pour ExxonMobil. Mais dans le fond, les Anglais n'ont pas très envie d'inquiéter British Petroleum, qui peut-être paye des pots de vin à l'étranger, mais qui ramène des profits sur le territoire, paye des collaborateurs et paye des impôts en Angleterre. Donc la particularité de cette convention, c'est qu'aucun pays signataire n'est intéressé à la mettre en œuvre chez lui, mais ils sont tous intéressés à ce que les voisins le fassent. Et ils ont eu cette idée géniale de créer un groupe de travail permanent qui se réunit une semaine tous les 3 mois à Paris et qui a une première mission. Première mission, c'est ce qu'on appelle le tour de table et la pression par les pairs. Le tour de table, le secrétariat de l'OCDE remplit un document, pays par pays, au fur et à mesure que des affaires de corruption sortent dans le monde. Et puis dans ce tour de table, on va interroger par exemple l'ambassadeur du Brésil, on va dire, ben voilà, on a vu quelque chose avec Petrobras, vous en êtes où? Ah ben l'affaire est en train de commencer, ça fait un moment qu'elle a commencé, vous pourriez peut-être aller un peu plus vite. À la prochaine réunion, vous nous dites où vous en êtes. Donc une vraie pression sur la mise en œuvre, plus des examens par pays, tous les 3 ans, pour voir quel est le niveau de mise en œuvre, des examens qui sont adoptés à l'unanimité, moins le pays qui est examiné. Ce qui veut dire que quand ça sort, c'est assez direct, c'est assez franc. Donc vous avez déjà vu, comme l'évoquait Edouard François à l'instant, que la France a été plusieurs fois épinglée par l'OCDE. D'un côté, nous avons un dispositif juridique absolument remarquable, très cartésien, première élève de la classe, en travaux théoriques, mais alors en travaux pratiques, pas grand-chose, pas une personne morale n'a encore été poursuivie en France, alors que nous sommes la 4e ou la 5e puissance exportatrice dans le monde. Mais ce n'est pas tout. Il y a une autre salle à côté où se réunissent, tenez-vous bien, les procureurs. Et là, c'est une salle comme ici, sans fenêtre, sans traduction, sans caméra, je pense. Et dans cette salle, eh bien, ils échangent sur les affaires en cours. Qui dit corruption transnationale dit des dossiers dans le monde entier, des paradis fiscaux, des commissions rogatoires très compliquées. Là, nous avons des procureurs jeunes qui parlent anglais, qui échangent sur les affaires en cours et qui, au retour, scannent les documents et se les envoient par mail. Extrêmement rapide, extrêmement efficace. Et c'est à cet endroit-là qu'a été, par exemple, mis en œuvre toute la préparation des arrestations liées à la FIFA. Donc ça veut dire que lorsqu'une affaire sort, nous avons une efficacité de la machine judiciaire internationale qui est absolument hors du commun. Pour rappel, 41 pays signataires, ça veut dire qu'il y a encore 140 pays dans le monde qui ne l'ont pas signé. Les négociations sont en cours avec la Chine, la Malaisie, l'Indonésie et l'Arabie Saoudite. C'est assez long, mais ça progresse tout doucement. Vous vous rappelez qu'en mars 2016, il y a eu la première réunion des ministres sur la Convention anticorruption, qui ont décidé notamment d'accélérer la coopération internationale et qui ont notamment décidé que chaque pays devait favoriser l'émergence de programmes anticorruption avec des incentives. Et puis il y a jeudi le sommet mondial anticorruption à Londres à l'initiative des Anglais. Quelques cas, 75% des cas
ont impliqué des paiements par des intermédiaires. 13% des cas impliquent les douanes. Alors pour ceux qui font du commerce à l'international, les douanes, c'est toujours très compliqué parce qu'un douanier, il a un pouvoir, j'allais dire atomique. Hein. Si vous avez un container de fruits et légumes, si vous le gardez 3 mois, vous avez tout perdu. Donc il peut à peu près vous demander de payer ce qu'il veut. Au total, 550 individus, 255 entreprises ont eu affaire à la justice pour des actes de corruption d'agents publics étrangers. Et je vous le rappelle, 4 Français ont été ou sont encore en prison aux États-Unis pour des actes de corruption qui n'ont rien à faire avec l'administration américaine. Alors, une convention, c'est un texte international qui est signé par des diplomates ou des ministres des Affaires étrangères qui doit ensuite être ratifié par les parlements, puis transposé. Regardons comment la France l'a transposé. Je ne rentre pas dans le détail, il y a plusieurs vagues de transposition, mais aujourd'hui, ça se caractérise par l'article 435, qui est assez bien fait. Et puis de 10 ans d'emprisonnement, 1 million d'euros d'amende ou du double du produit de l'infraction. Pour information, ces montants ont augmenté en 2013 suite à une critique de l'OCDE. De proposer sans droit à tout moment, ajout de 2007, à tout moment parce qu'il y a certains domaines où l'acte de corruption est après. Dans le BTP, par exemple, vous faites un grand chantier, et puis à la fin du chantier, vous vendez pour 1 euro symbolique l'ensemble des machines de chantier au fils du ministre. Et c'est quelque chose qui se fait après et qui ne se voit pas très bien. Donc les juges se sont donné la capacité d'élargir largement des offres, des promesses et des avantages quelconques, on va y revenir, à une personne dépositaire de l'autorité publique chargée d'une mission de service public à l'étranger, pour elle-même, pour autrui, afin d'obtenir qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir quelque chose en lien avec sa fonction. Le message, il est simple. Il est interdit de payer un pot de vin pour obtenir un contrat. C'est assez facile, ça tombe sous le sens. Le problème, c'est qu'on a un deuxième alinéa qui dit que est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne qui vous demande de payer. C'est-à-dire que si vous voulez faire du business normalement, et qu'on fait pression sur vous, qu'on bloque votre dossier, qu'on bloque vos affaires en douane, qu'on vous fait une amende fiscale, là, si vous payez, c'est effectivement un pot de vin. Donc ça veut dire que les entreprises sont confrontées à un message qui est compliqué. D'un côté, il est normal de ne pas payer, très bien, mais le monde étant ce qu'il est, pour faire des affaires dans des pays compliqués, nos entreprises se retrouvent face à des administrations qui sont très gourmandes, et puisque la Convention n'est signée que par 40 pays, avec des entreprises domiciliées dans 140 autres pays pour lesquels ce n'est pas un problème de payer un pot de vin. Vous êtes en concurrence avec une entreprise malaisienne sur un marché philippin, si les Malaisiens viennent avec le même produit, même prix, et un bon pot de vin, et vous avez tout, vous n'avez pas le droit de payer, vous n'êtes pas complètement avantagé. Donc on a un vrai enjeu de distorsion du commerce international qui oblige les entreprises à être extrêmement agressives en termes d'innovation et aussi, et là j'ouvre une parenthèse sur notre métier de certification, dans l'affichage de leurs dispositifs anticorruption comme étant un moyen de mettre noir sur blanc les règles du jeu dès le début. Le service central de prévention de la corruption a consulté les entreprises il y a 1 an et quelques, et en mars 2015 a sorti 6 principes. Je ne rentre pas dans le détail parce qu'on va y revenir. Pour l'instant, ces principes sont des principes sous forme de ligne directrice. Les entreprises sont invitées à se doter d'un dispositif caractérisé par l'engagement des dirigeants au plus haut niveau, une évaluation des risques, un programme, un contrôle, etc. La particularité, on va le voir, c'est que la loi Sapin se propose de transformer ce service central de prévention de la corruption, qui n'a pas de pouvoir d'investigation, en une agence qui aurait des capacités d'investigation, premièrement, et deuxièmement, faire en sorte que les 6 principes sous forme de ligne directrice deviennent des obligations pour toute entreprise qui a plus de 500 personnes.